Chers amis golfeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview avec Adrien. Adrien que j'ai rencontré la semaine dernière, encore une fois, une coïncidence, un hasard de la vie. Et Adrien donc va nous parler de son métier, il est coach mental. Tu me dis si je me trompe. C'est ça, préparateur mental. Préparateur mental, coach mental, voilà, il y aura peut-être des distinctions à faire, mais voilà, donc le but de cette vidéo évidemment, c'est de nous parler de son métier. Qui est très en vogue, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Très en vogue ces dernières années. Alors, ça sera des questions relativement à chaud, j'en ai préparé certaines. Pour la première évidemment. Peux-tu nous parler de ton parcours? J'ai regardé un petit peu sur LinkedIn. J'ai vu que tu as fait un passage à Charles Perrin à Bordeaux, en psychiatrie j'imagine. Enfin bref, ton parcours et puis surtout, comment devient-on coach mental? Alors mon parcours il est assez riche. J'ai commencé à m'intéresser à la préparation mentale quand j'étais sportif, donc il y a quelques années. J'ai fait du handball principalement, j'avais un niveau national, je m'entraînais beaucoup. Ensuite j'ai joué au rugby, j'ai fait du squash, de la pelote et le golf. Le golf qui est quelque chose que j'ai depuis l'adolescence, transmis par mon père et initié par mon père. Tu as quel âge? Moi j'ai 35 ans. 35 ans. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la préparation mentale quand j'étais sportif, dans le but d'améliorer mes performances et aussi pour augmenter un peu ma compétitivité. Voilà. Mon parcours professionnel, initialement, moi je suis issu du milieu de la santé. J'ai un diplôme d'infirmier, donc j'ai travaillé longtemps en psychiatrie comme infirmier. Ce parcours-là m'a permis d'avoir de multiples formations, notamment en psychologie. Et après, ça fait quelques années que je réfléchis un peu à modifier mon activité et à l'orienter plus sur du coaching. J'aime pas trop le mot coach, mais sur du coaching et de la préparation mentale et surtout apporter aux gens et aux sportifs autre chose que du soin. Et là, pour le coup, c'est naturellement que je me suis orienté vers une école de préparation mentale qui est Focus. Ah, ça existe, il y a des écoles de préparation mentale. Alors, c'est des écoles privées. Il y en a une qui est sur Bordeaux qui s'appelle Focus, celle que j'ai faite il y a 2 ans, l'année dernière plutôt. Et du coup, où tu es toute une année sur une semaine par mois à l'école. En alternance. Exactement, ouais. En alternance. Donc, tu fais une semaine, après tu es en stage. Donc moi j'ai fait mes stages au golf à Biscarrosse, là-bas, et avec Pedro Navarro. Ouais, alors moi c'était plus lui. C'était mon premier, mon seul professeur de golf, quand j'étais petit. Unique. Ouais. Et après, donc à côté du golf, j'avais le pôle France de judo au Krebs. D'accord. Voilà, et après du coup, une fois que j'ai fini cette formation, ça a été pour moi, j'ai toujours un peu d'activité libérale comme infirmier. Ça me permet de faire le mix et surtout, en fait, ça me permet de faire du lien entre mes deux activités. C'est-à-dire que ça me permet, au jour d'aujourd'hui, de proposer à mes sportifs une prise en charge avec de l'empathie, du dynamisme aussi, parce que je bouge beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, donc voilà. Et aussi avec une déontologie, le respect et surtout, voilà, ce que je suis, c'est à la base un soignant et maintenant plutôt plutôt proche du coaching et de la préparation. Ça se soigne le mental? Le mental, ça se soigne pas. En tout cas, moi, je ne le soigne pas. T'as quelqu'un qui a un mauvais mental comme moi. Ça se travaille. Oui. Alors, le mental se travaille, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. On en entend parler sur tous les réseaux sociaux. Là, dernièrement, avec Tiger et le Master, on a parlé de son mauvais jeu, c'est-à-dire son 10 sur le par 3. Oui. Par contre, en France, on en parle très peu du mental. La preuve en est, l'équipe fait un... Oui, c'est ce qu'on retient, mais derrière, il a fait 5 birdies quand même. Exactement. D'ailleurs, le titre de l'équipe, c'est Tiger Sombre, ou c'était quelque chose comme ça. Et mais on ne parle pas de ces 5 birdies de derrière. Moi, c'est la chose que je trouve un peu dommage. C'est en vogue, ça va changer. Après, bon, à voir à quel rythme. Alors, j'ouvre mon cahier. Qui est en fait le cahier de mon petit Arsène pour son anniversaire. Joli piqué. Histoire du gros matou. Bref, je dirai ça plus tard. Alors, j'ai dû le mettre à l'envers en fait. Et oui, je l'ai mis à l'envers. Alors, première question que j'ai notée. Le golf, parce que moi, tu l'as compris que c'est ma passion aussi.
on sait que c'est un sport à part. C'est un sport unique, c'est un jeu unique. Donc y a-t-il des particularités de coaching mental du golf par rapport à d'autres sports ou pas? Alors oui. La première, comme tu l'as dit, donc c'est un sport unique. C'est-à-dire que c'est un sport qui allie plusieurs compétences pour pouvoir performer ou en tout cas jouer à un niveau dans lequel moi j'interviens, c'est-à-dire plutôt sur des index en dessous de 10 et avec des objectifs de performance, qui allie endurance, forme physique, précision, rigueur et compétitivité. Et c'est le seul sport qui te demande en tout cas des habiletés mentales, physiques, psychiques, de concentration aussi et de rigueur pendant une durée qui est de 5 heures. Ouais. Et c'est l'un des seuls sports aussi, et c'est pour ça que moi j'aime ça, où il te faut entre 3 et 5 coups de typologie complètement différentes, un drive, un fair, un wedge, un putt, pour pouvoir atteindre ton objectif final, c'est-à-dire ta balle dans ton trou. Et c'est ces préparations-là qui sont tout aussi différentes les unes des autres, et c'est des coups qui sont tout aussi différents. Et c'est l'un des sports, moi que j'affectionne beaucoup, parce que le mental rentre en compte là-dessus. Tu as des sports où c'est un combat alors qui dure quelques minutes ou quelques secondes, une course à pied ça dure quelques heures, mais le mouvement et la manière de le faire est toujours dans le même rythme. Au golf, tu as des changements de rythme, des changements d'état aussi, parce que tu as besoin d'être concentré, tu te déconcentres entre chaque coup, tu as besoin de te reconcentrer rapidement et d'avoir des fixations d'objectifs à chaque coup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pratique avec les sportifs que j'encadre. Oui, parce que j'ai jamais fait le calcul, c'est maintenant que tu le dis, sur une partie de 4h30, on joue quoi? On joue, on swing 10 minutes? À peu près, c'est ce que j'avais calculé, à grand maximum 20 minutes. Donc tu as 4h30 à jouer pour un objectif, alors on va dire au par, et tu as 20 minutes à jouer, donc en fait tu as 20 minutes à être concentré pleinement, c'est-à-dire sur ton coup présent, et le reste du temps, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est souvent grande question. La difficulté, oui, c'était une de tes questions. C'est une de mes questions. Ouais, après, oui. Sur les difficultés du mental des absolument, golfeurs. On y reviendra après. D'accord, je te prépare un petit truc. C'est lié, ouais. Alors tu disais que tu t'occupais de joueurs 10, d'index et en dessous. Oui. Des pros aussi un petit peu? Alors non, j'ai pas encore de pro. Moi, alors j'ai deux types de profils très différents. J'interviens au golf à Biscarrosse, ce qu'on a déjà pu évoquer un peu tout à l'heure, avec les jeunes, donc des adolescents, de la section compétition élite, voilà, du golf, donc avec des index en dessous de 10. Et ensuite, j'ai des golfeurs amateurs, pareil, avec des index en dessous de 10. Alors j'ai des pros, mais pas des pros qui jouent sur l'Alps ou sur d'autres, j'ai des pros enseignants, avec qui j'ai déjà travaillé. Là, je viens de finir un cycle avec une, notamment. Mais voilà, c'est le public que j'ai. Et ils ont tous un objectif, soit de performance, soit d'amélioration, mais dans quelque chose de performant aussi. C'est-à-dire avec passer de 8 à 5, ou de 5 à 2, ou de 2 à 0. Voilà, là c'est ce que je travaille en ce moment avec eux. Il doit y avoir d'énormes différences entre un ado de 12 ans et un adulte de 40 ans. Oui, un ado est plus flexible. Alors en fait, l'idée, si tu veux, c'est que l'adulte, les deux prises en charge sont très intéressantes. Par contre, en gros, l'ado, c'est un produit brut. Donc tu as moi je lui apporte des choses. Les ados, ils mangent, ils recrachent, voilà, ils se l'adaptent, etc. Et surtout, ils sont preneurs de tout ce que tu peux leur apporter, avec peu ou aucun a priori sur ce que je peux leur amener. Ouais. Là où les adultes, c'est un peu différent, et en même temps, on fonctionne tous avec notre bagage, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a vécu, et avec la manière dont on a été, et dont on est au quotidien aussi. Donc du coup, ça leur demande plus de travail, et moi, ça me demande un positionnement qui est différent aussi dans l'approche de mes séances. Alors, un métier en vogue, je pense que tous les golfeurs, que je connais en tout cas, seront d'accord pour dire que le mental c'est extrêmement important. Et pourtant, j'ai l'impression que peu de gens finalement vont voir des coachs. Ça reste encore un métier vraiment de niche. Oui, exactement. Alors pour l'instant, ça reste un métier d'abord méconnu, parce que quand on dit coach mental, tout et n'importe quoi rentre dedans. Donc moi j'invite vraiment à tous les golfeurs qui ont l'envie d'avoir un coach mental, de regarder, se documenter, appeler. Enfin, moi je dis souvent, appelez-moi, allez-y, je vais vous expliquer ce que je fais, comment je travaille, parce qu'un coach mental, moi et un de mes collègues, on va avoir deux manières de travailler très différentes, deux manières d'aborder les choses très différentes, et surtout on va avoir des manières qui nous sont propres. Donc voilà, effectivement, pour l'instant, c'est un métier qui reste encore secret, parce qu'il y a aussi le poids de j'ai un coach mental, donc ça veut dire que je suis faible. Et oui, j'allais le dire. Malheureusement, c'est encore lié à ça. Mais c'est en train de se démocratiser petit à petit. On le voit maintenant, tous les grands golfeurs, que ce soit Lorenzo Vera, Pérez, ils ont tous un coach mental. Lorenzo Vera, heureusement. Ouais, donc ils en ont. Ils sont en train de vendre des poulets sur le marché aux Pays-Bas, sinon. Ça, je sais pas. C'est lui qui l'a dit. Ouais.
Du coup, voilà. Donc c'est en train maintenant, c'est par ce biais-là, par le biais du professionnalisme et des joueurs de renom et des athlètes de renom qu'on fait un peu notre trou, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est les offres de coaching. Moi, j'aime pas le terme de coach parce que je préfère préparation. Préparation. C'est pour moi un côté beaucoup plus intéressant. Ouais, préparateur, absolument. Ouais. Alors bon, tu viens de nous dire que un métier méconnu, qui manque justement de concret, peut-être, absolument. Ça reste peut-être un peu éthéré, ou voilà. Alors, raconte-nous une journée type de préparation mentale. Comme je t'ai vu l'autre jour, quand même, j'étais pas l'air comme ça, mais j'observe. Je crois que tu as passé 3 ou 4 heures avec Benoît. J'ai passé 3 heures, ouais. J'ai passé 3 bonnes heures avec Benoît. En fait, une journée type, alors ça commence d'abord quand je commence une prise en charge, il y a toujours un entretien, comme un entretien d'embauche, comme un premier entretien que je fais alors soit en cabinet, soit au domicile de la personne, soit ça peut se faire en visio. En ce moment, je travaille beaucoup en visio. Oui, avec le Covid et les règles. Du coup, où moi je pose énormément de questions sur le fonctionnement de la personne, qui elle est, son fonctionnement au quotidien, dans sa famille, au sport, enfin avec le sport qu'il pratique et avec le sport pour lequel il me demande d'intervenir, et au travail. En fait, moi, ça me permet d'avoir vraiment toute une vue d'ensemble de la personne et après de lui proposer une prise en charge et des interventions en lien avec ses objectifs et ses demandes. Et pour le coup, ça me permet aussi d'avoir une prise en charge adaptée à chaque personne. Donc pour les golfeurs, notamment, parce qu'aujourd'hui on va parler des golfeurs, oui. Donc il y a un premier entretien qui est celui-ci, qui dure à peu près 1 bonne heure et demie, voilà, où ça me demande de poser des questions, lui de se livrer aussi, donc il y a une relation de confiance qui se crée à ce moment-là. Bien sûr. Quand ça passe bien et qu'il n'y a pas de souci, qu'on a envie de continuer tous les deux, puisque c'est aussi comme ça que je travaille, c'est-à-dire moi je donne, mais il faut que les gens me donnent aussi, et puis aient envie d'échanger et de pouvoir discuter avec moi autour de ce qu'on fait. On se voit une deuxième fois, j'aime bien les voir au practice comme j'ai pu faire la dernière fois, où là on parle un peu de leur jeu. C'est-à-dire que dans un premier temps je les observe, je regarde comment ils jouent. Alors moi je ne me ferme pas du tout sur la pratique et sur la technique du golf. Ça je suis très clair avec eux, c'est-à-dire que je suis un joueur moyen, donc j'ai aucune capacité pour pouvoir leur changer leur grip, leur ouverture de club, etc., la manière dont ils swingent. C'est pas ton travail. Non, c'est pas mon travail. Par contre j'interviens sur toute l'organisation, autour des coups, autour de l'entraînement, autour voilà, du drive, du putt, du fair, du wedge, de tout ça. Et donc on vient sur le practice, je regarde pendant un quart d'heure, donc un peu où sont les difficultés, où sont les points d'accroche qu'il a pu m'expliquer avant. Et ensuite on essaie de travailler là-dessus, donc on travaille sur de la concentration, sur de la rigueur, sur de la mise en place de routine, sur de la fixation d'objectifs, ce qui est quand même très important, et sur comment on fixe un objectif. Donc que ce soit un objectif à court terme, à long terme, un objectif de cible, un objectif de jeu. Voilà. Et après, sur tout ce qui est planification d'entraînement, parce qu'on s'aperçoit que les golfeurs ont sont peu rigoureux dans leur entraînement. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils jouent beaucoup de balles, ils tapent beaucoup de balles, et au final, ils ne savent pas ni pourquoi, ni comment. Donc voilà, donc on travaille un peu autour de ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, tout à fait d'accord avec ça. J'en dirai pas plus, mais parce que je l'ai fait. Hein. On l'a tous fait, prendre un saut. J'ai mangé des sauts et des sauts et des sauts, et rentrer le soir et j'avais rien appris. Quoi. Ouais. C'est ça, on l'a tous fait, venir taper 2 sauts de balles, donc 60 balles, les enchaîner les unes après les autres en étant devant son tapis, enfin sur son tapis plutôt, parce que souvent on sort rarement du tapis quand on vient s'entraîner, en prenant les balles et en les enchaînant, et finalement l'objectif de la séance, il n'y en avait pas forcément. Tout à fait. Donc voilà, et après il y a une autre partie qui est de l'accompagnement sur parcours, où là on reprend un peu tout ce qu'on a pu travailler, mais de manière beaucoup plus concrète, donc qui s'applique sur les parcours. Ça je le fais plutôt dans un deuxième temps et à bien à distance des premières séances, et c'est plutôt au bout de quelques semaines. Et après là-dessus on retravaille tout ce qui est concentration, les points d'attention, donc points d'attention interne, externe, que ce soit la respiration, sur quoi je fixe mon attention. Voilà, pardon. Point d'attention interne, ça va être tout ce qui va être respiration, toutes les sensations. Et les points d'attention externes, ça va être tout ce que tu vas pouvoir regarder ou sur quoi ton attention va pouvoir se fixer pour être pleinement concentré quand tu vas jouer ton coup. Donc voilà, je les accompagne sur le parcours, on parle un peu de technique de jeu, mais pas de la technique au sens du golf. C'est-à-dire, là aujourd'hui, comment tu te sens et comment tu penses pouvoir jouer. C'est plutôt là-dessus. Est-ce que tu es en pleine forme et tu penses pouvoir driver à 300 mètres, ou est-ce que tu es dans une forme moyenne et plutôt que driver à 300 mètres, tu vas prendre un bois et tu vas juste jouer à 200 mètres et pas finir hors limite et avoir un coup dans le nez, quoi. Voilà, l'idée c'est un peu ça. Quand moi je parle de technique, c'est plutôt de l'organisation autour du parcours et de la manière de jouer. D'accord. Est-ce que, là je fais une parenthèse, hein, c'est pas une question que j'avais notée, hein, mais il faut bien que je te donne des questions. Non. Bon, on a parlé de Tiger, qui est connu pour avoir un mental quand même d'acier. Même s'il est capable de faire 10 sur un trou, mais ça, quelque part, ça prouve qu'il est humain. Y a-t-il un joueur ou une joueuse qui t'a impressionné par sa force mentale?
C'est-à-dire qu'un joueur dans l'histoire du golf qui était peut-être au niveau du swing des capacités peut-être moins bon que d'autres, mais qui arrivait quand même à performer parce qu'il avait ça. Oui, on a pu en discuter un peu tout à l'heure. Pour moi, ça reste quand même Ballesteros qui est le joueur par excellence. Enfin, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime le golf. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est venu de rien, qui a commencé avec un fer 3, ce qui aujourd'hui est inenvisageable pour tous les jeunes que tu as. Moi, enfin, quand je vais à l'école de golf ou quand je suis sur des joueurs plutôt de très bon niveau, quand je leur dis mais vous pouvez jouer qu'avec votre fer 3 sur le parcours, c'est des hurlements, ah bah non on peut pas, on peut truc. Et finalement c'est un joueur qui a puisé je pense sa force là-dedans. C'est-à-dire dans son milieu familial qui était plutôt un milieu plus que modeste, voire même défavorisé, et dans l'apprentissage du golf, dans quelque chose de totalement simple et pur en fait. Donc oui. Et le parcours qu'il a eu, et la régularité, et l'humilité surtout, qu'il a su garder tout au long de sa carrière. Voilà, pour moi c'est l'un des joueurs références. D'ailleurs je donne souvent aux jeunes joueurs les références du film qu'il y a eu sur lui. Je trouve ça vraiment formidable. Tu fais une petite vidéo là-dessus. Ouais, du coup écoute. pour que vive l'esprit de Séville. Exactement, c'est ça. Donc c'est ce joueur-là. Et après j'aime beaucoup Tiger, qui pour moi aussi est une autre référence, mais dans un autre style. C'est-à-dire lui, il a un parcours qui est d'excellence depuis son plus jeune âge. Militaire un petit peu. Ouais, on est au-delà du militaire, vraiment. C'est-à-dire que pour avoir lu des bouquins sur lui, notamment sa dernière biographie, etc., on est dans quelque chose de très très rigide. Et il a su tirer son épingle du jeu. Alors il est comme il est, on l'aime pas. Peu importe, ce qu'il faut surtout apprécier, c'est d'où il vient et où il est aujourd'hui. Oui. Et malgré tout ce qu'il a pu traverser, il reste toujours au top niveau et ça reste une référence. Et je pense qu'aujourd'hui, le golf est là où il est grâce à des joueurs comme lui. Et chez les Français? Chez les Français, j'aime beaucoup. Alors Pérez en ce moment. Là, je suis pas mal de joueurs sur l'Alps Tour. Il y a des joueurs que j'aime bien. Je ne citerai pas les noms, ça a peu d'intérêt. Mais dans les joueurs très connus, j'aime beaucoup Pérez et Lorenzo Vera aussi. Ça reste mes deux joueurs chouchous. Lorenzo Vera, moi j'ai toujours adoré. Je l'ai suivi à l'Open du Médoc il y a quelques années de ça. Et j'ai vu un garçon qui s'énervait beaucoup. Et c'est vrai que c'est là que, un an plus tard, je disais un truc comme quoi il s'apprêtait à abandonner le golf. Et puis il y a eu une reprise en main mentale et il est reparti. Vraiment, pour moi, ce joueur-là, il est significatif il a su trouver en lui le pourquoi il va jouer au golf, se remotiver. Souvent, c'est ça les joueurs aujourd'hui. C'est pourquoi j'y vais, quelles sont mes motivations et quels sont mes objectifs. Très important ça. Ouais. Voilà, moi c'est vraiment ce qu'on travaille dès le début ça. C'est pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu vas jouer, pourquoi tu viens taper 60 sauts de balle alors qu'il fait 2 degrés et qu'il pleut et que tu as les mains trempes et que tu rentres chez toi et tu es content d'y être venu. Alors que quand on te le dit comme ça, voilà, c'est vraiment le fil conducteur de pourquoi j'y vais et quel est l'objectif final à y aller en fait. Alors je reste sur cette notion d'objectif qui m'intéresse. De mon point de vue, un objectif pour qu'il tienne, pour qu'il soit réalisé, il doit être justement tenable. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer des objectifs trop élevés, mais aussi quelle est la temporalité de l'objectif. Est-ce que faut se fixer 1 mois, 3 mois, 1 an? Je pense qu'il faut se fixer ce qu'on est capable d'atteindre, réellement. C'est-à-dire que... Mais comment on le sait qu'on est capable d'atteindre? Souvent, on ne le sait pas soi-même. Donc là, c'est là-dessus qu'il faut s'entourer et prendre l'avis d'autres personnes. J'ai un jeune joueur là qui a 12 ans, qui fait partie des 30 meilleurs Français, qui est très très fort, qui a des capacités juste formidables. Et un jour, il est venu, on a préparé il avait un Grand Prix jeune, il est venu, on l'a préparé la semaine d'avant. Et il m'a dit, ce week-end-là, il a un index à 7. Il m'a dit, ce week-end-là, je joue 2. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu es sûr de pouvoir jouer 2? Il m'a dit, oui, c'est sûr. Non, je lui ai dit, écoute, moi, ça me paraît étonnant, ça fait un moment que je le suis. Je lui ai dit, au vu des dernières cartes que tu fais, tu n'as jamais joué 2. Je lui ai dit, ce parcours, tu le connais pas, tu vas y aller. Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Je lui ai dit, ok. J'ai appelé son coach. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, je sais pas, mais là, ça me paraît compliqué. Donc finalement, lui était sûr d'avoir cet objectif-là. Je lui ai dit, écoute, on va en mettre un deuxième. Je lui ai dit, c'est-à-dire que je suis là, si tu es sûr, allons-y. Par contre, on va mettre un deuxième objectif qui va être de jouer 5. Donc, et après, on a parcellé le parcours en sachant qu'au bout de 3 trous, il avait un objectif à atteindre, 3 autres trous, un autre objectif, etc., etc. Donc, il avait un objectif qui était très élevé et un objectif de secours qui lui a permis de finir la partie puisque finalement, il n'a pas joué 2. Il a joué 6. Donc l'idée en fait c'est d'avoir un objectif à atteindre. Quand on est persuadé d'en avoir un, c'est bien d'avoir un avis extérieur parce que souvent on est persuadé de pouvoir faire quelque chose mais c'est pas trop en accord avec ce qu'on joue actuellement. Et d'avoir un avis extérieur, ça permet aussi de pouvoir le construire différemment. C'est-à-dire pas se lever le matin et se dire allez aujourd'hui je joue 5 si on a un index à 10 ou même si on a un index à 3 et qu'au bout de 6 trous on est déjà à 8. Et bien comment on fait?
Donc là, j'ai beaucoup de golfeurs qui, au bout de 5 trous en compétition, en Grand Prix ou en Open, eh ben, sont complètement abattus parce qu'ils n'ont pas joué l'objectif qui s'était fixé. Alors là, je te coupe tout de suite, parce que ça m'interpelle beaucoup. Et on va en discuter un petit peu, parce que un de mes souvenirs les plus notables en compétition, c'était il y a 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, je jouais dans l'équipe de Camérac, je m'en souviens, avec mon capitaine anglais Neil, qui est devenu un très très bon ami depuis, qui est champion de France vétéran. Et ce jour-là, donc on est parti à Villeneuve-sur-Lot pour une compétition fédérale. C'était ma première compétition dans cette équipe, donc j'étais un peu stressé. Mais j'ai pas eu le temps de reconnaître le parcours. Donc Villeneuve, c'est un parcours, c'est beaucoup en aveugle, on ne voit pas les greens, sur beaucoup de trous. Pas de reconnaissance. Ma femme, ça a été la seule fois où elle m'a cadayé, donc ça m'a fait du bien. Mais donc voilà, je suis arrivé au trou numéro 1. Bien sûr que j'avais envie de lui montrer que je pouvais bien scorer à ce capitaine, que j'avais ma place dans l'équipe. Mais je ne me suis pas fixé du tout d'objectif de score. Je suis même parti de l'inverse. Je me suis dit, tu connais pas le parcours, mon grand, fais du mieux que tu peux et puis on verra quoi. Et en fait, comme je suis un peu feignant, j'ai donné la carte de score à mon épouse. C'est elle qui notait les scores. On est arrivé au trou numéro 16. Je savais que je jouais bien. Et puis je vois Neil qui arrive sur le green. T'es à combien? Et je lui dis, écoute, je sais pas, demande à ma femme. Et j'ai entendu plus 3. Et Neil qui répond, plus 3, mais c'est le meilleur score de la journée. J'ai fini par double et double. Mais ça a été une grande leçon quand même. Le fait de ne pas penser au score finalement, de jouer coup par coup sans réfléchir au score, à juste faire un bon coup. C'est ça. Alors, ça vient en contradiction à ce que tu viens de dire. Pas que. En fait, ça dépend quel est ton objectif de jeu. C'est-à-dire que, encore une fois, une compétition, elle se prépare comme un repas de famille, ça se prépare pas au dernier moment. C'est-à-dire qu'une compétition, notamment sur des compétitions importantes, elle se prépare. Moi, j'aime les préparer des semaines à l'avance, notamment par le rythme d'entraînement, par ce que tu manges, comment tu dors, comment tu le prépares, etc., etc. Et il y a des compétitions où sur des personnes qui sont très stressées, très en difficulté avec des compétitions en jeu. Alors, il y a un objectif qui est un objectif de but, c'est-à-dire de score, mais derrière, en fait, on remplit ça, ou en tout cas, on l'étaye avec des objectifs de plaisir, de sensation. Et où je lui dis pendant 3 trous tu comptes pas ton score, par contre je veux que tu joues, tu sois délié, tu te sens détendu quand tu viens de taper ton premier drive, et ainsi de suite. Où finalement en fait moi j'aime fixer sur les joueurs qui sont dans de la performance un objectif de performance, puisqu'on est quand même là-dedans et c'est pour ça qu'ils viennent me chercher, c'est pour ça qu'ils me payent, mais aussi des objectifs autres que de la performance, pour exactement faire ce que tu décris là, c'est-à-dire pas être bloqué dans quelque chose de je vais pas jouer mon 3 ou je vais pas jouer 4 ou je vais pas jouer 5, et finalement tu perds le plaisir du jeu parce qu'au début on joue tous pour prendre du plaisir, se faire sentir un bon contact de balle, avoir un joli swing, être délié, et vraiment être en harmonie avec notre parce que le cerveau il sait pas ce que c'est qu'un par ou un birdie. Non, c'est nous qui lui indiquons. Malheureusement ça c'est et après ça c'est le discours interne de chacun. C'est-à-dire qu'au début du trou, la plupart des golfeurs se disent ok, je suis sur un par 3, il faut que je fasse 3. Mais quand tu fais 4, comment tu fais après pour reprendre derrière? Et finalement, on se crée nos propres limites et nos propres obstacles. Et c'est là-dessus que je travaille aussi avec les golfeurs. C'est-à-dire quel est le discours interne, à quel moment tu l'as dans ta partie ou à quel moment tu l'as à l'entraînement, parce que c'est déjà arrivé pour tout le monde de venir faire tes 10 premières balles et les 10 premières balles sont des saucisses. Et comment tu fais derrière pour continuer à t'entraîner et plus penser à ça, et voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut travailler. Okay. Donc je te rejoins il y a un objectif à atteindre, un objectif de performance, donc un objectif de score, de carte, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi important un objectif de plaisir, un objectif de sensation. Voilà, on travaille tout autour de ça. Ça justement, est-ce qu'on pourrait dire que tu vas identifier des profils d'individus que tu vas orienter vers cette notion de performance, et des profils comme moi que tu vas plus orienter vers le plaisir. Oui. Parce que c'est comme ça que je joue bien. Moi. Oui, ça on le fait vraiment sur les premières séances, notamment sur la première. Je pose des multiples questions et surtout le pourquoi tu joues au golf. Et il y en a qui me disent je joue pour gagner. Alors effectivement, c'est pas mon cas. Ça peut être un moteur. Je pense que ça peut être un frein aussi, parce que quand tu gagnes plus, comment tu fais? Donc il faut chercher d'autres ressources. Et après, moi j'aime ce que tu me dis là. De toute façon, on joue tous pour un objectif. On joue pas pour faire plus 30 ou plus 40 quand sur une partie. Évidemment. Mais voilà, ou alors quand tu rentres. J'en ai pleuré, des parties où je rentrais à plus 8. Voilà. Et tu te dis j'arrête, j'en veux plus, j'en peux plus. Mais par contre, on joue tous pour se faire plaisir, pour être dehors, pour profiter du moment. Voilà, c'est vraiment. Ça reste un sport. Et c'est un travail pour certains.
ça devient une contrainte à un moment donné pour d'autres. Et moi, ce que je veux pas, c'est ça. C'est-à-dire que ça devienne quelque chose qui soit contraignant, difficile, où on y va à reculons. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui fonctionnent là, comme ça. on parle du milieu amateur, là. Oui, Voilà, pour gagner notre vie. Exactement. Et même quand tu suis des joueurs sur l'Alp Tour, ils gagnent pas leur vie. Malheureusement, aujourd'hui c'est ça. C'est très difficilement. Et il n'y a que le haut du panier qui gagne sa vie, et encore, qui leur permet de vivoter, de subsister, c'est ça. Ok, j'enchaîne. Très intéressant. On l'a déjà abordé un petit peu, mais pour simplifier quand même. Quels sont les 2 problèmes de mental les plus récurrents que tu rencontres? 2 ou 3. Ouais. Le premier, c'est vraiment lâcher prise. C'est-à-dire que comment tu arrives d'un mauvais coup, à enchaîner un coup d'après. Voilà. Essentiellement, c'est ça. Donc c'est vraiment, je viens de faire un mauvais coup, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde jusqu'au coup d'après dans la tête? Et bon, mais ça vient impacter sur mon jeu. Ou voilà, moi ce que j'aime travailler, c'est ok, tu as fait un mauvais coup, voilà, tu l'acceptes, tu lâches prise. Alors tu lâches prise d'abord, tu l'acceptes, tu avances, tu vois les points positifs de ce coup-là, il y en a toujours. Tu as fait 30 mètres, tu as fait 40 mètres, c'est mieux qu'un coup dans l'eau. Et après, par contre, tu te reconcentres, tu te félicites. Voilà, ou tu te félicites, tu te reconcentres. Parce qu'il y a toujours du positif dans ce qu'on joue. J'aime leur dire, vous ne pouvez pas changer ce qui vient de se passer, vous ne pourrez pas changer ce qui va se passer, par contre vous êtes là au moment présent. Donc moi je leur dis, bon mais voilà, c'est fait, de toute façon vous ne pouvez plus le changer. Mais comme quand tu prends une prune sur la route, tu as pris une prune. Par contre la fois d'après, tu peux réfléchir à pourquoi tu as pris une prune, comment, etc., et réadapter ton style de conduite, ou là pour le golf, réadapter ton jeu, de manière à pouvoir reprendre ton fil de jeu. Donc souvent je leur dis, voilà, reconcentrez-vous, on est sur le moment présent, un coup est un coup. D'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, sur 4 heures ou 5 heures de jeu, tu joues 20 minutes réellement. Donc tu as 20 minutes à être pleinement concentré. Donc ça, tout ce travail-là, c'est ce qu'on fait quand on vient au practice, quand on va en parcours, et aussi au bureau. C'est-à-dire comment vous réorganisez vos coups une fois que vous n'êtes pas performant. Ça c'est le premier. Le second problème de mental du golfeur, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment la fixation des objectifs et comment je les atteins. C'est-à-dire que souvent ils ont des objectifs qui sont très vagues et c'est un peu un fourre-tout, quoi. C'est-à-dire je vais jouer cette compète, je vais faire dans les 10. Ok, mais en fait il ne sait pas du tout comment il va arriver dans les 10. Donc il y va, il enchaîne, et puis bon, mais quand il est dans les 10 c'est très bien, mais quand il n'y est pas, une fois, 2 fois, 3 fois, il se démoralise et après c'est un peu plus compliqué. On est là-dessus, et le troisième problème qui est plus, en tout cas la troisième difficulté, c'est vraiment organisationnel. C'est-à-dire, et là pour le coup ça rentre dans ton mental, c'est-à-dire comment tu organises tes semaines, comment tu organises tes entraînements, parce que alors chez les ados et chez les enfants, c'est très jusqu'à 18-20 ans, ils sont très, très encadrés par les écoles de golf, par les pros, etc. Une fois que tu deviens sur de l'âge adulte, tu es lâché, donc tu as un pro souvent de référence, que tu vois une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quand il y a besoin de quelques ajustements. Mais entre-temps, il n'y a pas. Alors, ils sont en train maintenant là, de se développer un peu, de s'organiser avec des prépas physiques, des prépas mentaux. Ils voient des physios aussi pour l'analyse des swings, des club makers comme toi. Mais du coup, ça manque quand même de structure et de rigueur. Donc voilà, donc on est là-dessus aussi, ce travail-là. Okay. Et après, on est sur le dernier, tu vois, je digresse un peu, mais j'en rajoute, on est sur le discours interne. C'est-à-dire, quand je joue, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Quand je suis devant un obstacle d'eau, est-ce que je me dis que l'eau n'est pas là? Moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez essayer, mais ça marche pas, parce que ton cerveau, lui, il l'a vu que l'eau était là. Donc à un moment donné, quand tu vas jouer, ton cerveau il va te dire attention, l'eau est là. Et souvent c'est sur ton backswing, et c'est là que tu mets ta balle dans l'eau, ou quelque part là où tu voulais pas. Donc voilà, donc on est là-dessus. En gros, il y a le lâcher prise sur les mauvais coups, ou sur les contre-performances pendant la partie, l'organisation et le discours interne. On est vraiment là-dessus. Ce que tu viens de me dire me fait penser à un des auteurs de référence du mental, Bob Rotella. Oui. C'est à peu près le seul livre que j'ai lu d'ailleurs sur le sujet. J'ai lu des livres de psychologie, mais qui n'ont rien à voir avec le golf. Il a pompé pas mal de choses d'ailleurs, mais bref, il l'a appliqué au golf. Mais dans son livre, effectivement, il dit, encore une fois, dire au cerveau ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas aller à droite, encore une fois, le cerveau ne sait pas ça. Exactement. Ça fait un court-circuit. C'est ça. Et malheureusement, on est dans un système éducatif aujourd'hui où où les gens travaillent comme ça. Quand on est à l'école, on commence la distribution par les plus mauvaises notes. Et où, en tout cas, on n'est plus maintenant, c'est en train de changer, mais on est quand même sur un système de notation où on félicite peu ceux qui ont des bonnes notes et ceux qui réussissent. C'est vrai, moi à mon époque, on avait des bons points. Ça a disparu. Et malheureusement, oui, je crois qu'il n'y en a plus. J'ai des enfants jeunes, mais il n'y a plus de bons points, ils ont des images maintenant. Ouais.
et où au contraire on dévalorise ceux qui n'y arrivent pas. Et quand on joue au golf, on est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on note peu les bons coups, ou en tout cas on s'y attarde peu, et on se dévalorise énormément sur les mauvais coups. Et j'ai un golfeur là qui est revenu, qui a fait une très belle carte par rapport à ce qu'il joue habituellement, et la seule chose qui m'a retenu, c'est j'ai fait un triple sur un par 3, parce que je mets 3 putts. Et je lui dis oui, mais regarde le reste, tu joues 3 coups en dessous de ce que tu joues d'habitude. Il me dit oui, mais j'aurais pu mieux faire. Je dis oui, mais c'est pas ça qu'il faut que tu retiennes, puisque de toute façon, c'est fait. C'est fait. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Super, intéressant. Allez, une autre question pratique, qui moi me pose problème. J'espère que là tu vas m'aider gratuitement. Oui, bien sûr. Bon, le fameux trou numéro 1 en compétition. Comment on l'aborde celui-là? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ce trou numéro 1, il s'aborde. Alors, moi, j'oserais dire. On se pointe, il y a des gens, on te regarde. Enfin, bref, c'est l'horreur. En fait, c'est une préparation déjà de plusieurs jours avant. C'est-à-dire que c'est une préparation où moi, j'aime l'organiser avec les golfeurs que j'ai ou avec les sportifs que j'ai en règle générale, mais comme le premier jour d'une compétition qui dure longtemps ou comme ça, des semaines à l'avance. C'est-à-dire comment tu t'es organisé, est-ce que tu es prêt en arrivant le jour J? Quand tu es prêt, souvent tu es beaucoup plus détendu. Hein. Ah, c'est sûr que si tu te pointes 10 minutes avant le truc. Ouais, et que tu n'as pas fait tes 3 séances de la semaine parce que ta femme t'a engueulé, parce que tes mômes étaient malades, parce que tu as été bossé ou parce qu'il y avait d'autres impératifs, du coup tu es moins. Enfin, mais ça, tu peux pas les contrôler, c'est vrai. Non. Par contre, on peut en discuter et on peut agir dessus. C'est-à-dire quand il y a des impondérables les semaines d'avant, c'est juste en prendre conscience et se dire ok, j'ai pas pu aller m'entraîner là, par contre qu'est-ce que j'ai pu faire en contrepartie pour... J'ai fait une séance de méditation, donc finalement ça m'a permis de m'apaiser, de travailler sur ma concentration, j'ai fixé mes objectifs, j'ai vu quels étaient mes points forts. Pour aller sur un trou numéro 1, tu n'es pas obligé de tout préparer au golf, tu peux préparer à la maison, ton sac, tes affaires, la manière dont tu abordes la compétition. C'est une routine quand même. Oui, bien sûr. J'avais entendu, je crois que c'était Gary Player, je crois qu'il disait ça. Il disait que il faut faire tout plus lentement. Ouais. En fait, l'idée, si tu veux, c'est de... Ce qui est rare. Moi, je suis tendance à être... Voilà. Alors moi aussi. Mais 3 cafés, 3 clopes, l'anti-sportif. On est vraiment maintenant sur une pratique de slow, c'est-à-dire vraiment le faire lentement pour pouvoir l'assimiler et l'intégrer pleinement. Ouais. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, quand tu fais vite les choses, on est dans une routine où on les fait, mais souvent tu te rappelles pas. Ouais, on les fait pour les faire, mais... Exactement, où tu te rappelles pas bien où tu as mis tes balles, où tu as mis tes tirs. Parce que tu as pris le pochon, tu as tout jeté dans ton sac, alors c'est peut-être dans la même poche que d'habitude. Ouais. Et après, pour répondre à ta première question, comment se prépare le trou du 1? Il se prépare la veille où tu te couches, et il se prépare aussi le matin où tu te lèves. C'est-à-dire te lever suffisamment à l'avance pour avoir, comme tu dis là, prendre le temps de déjeuner, de revérifier tes affaires s'il y a besoin, vérifier que ton polo est bien, qu'il n'est pas sale, que tes crampons à toutes tes chaussures. Voilà, vraiment être dans un confort. Ça, c'est pas la veille, ça? Quand tu arrives au golf. Si, ça se fait la veille. Moi, j'ai des joueurs qui peuvent pas le faire la veille, il leur faut le matin avant de partir. C'est bon, j'ai tous mes crampons, alors même s'ils l'ont déjà vérifié. Hein. Mais ils ont un check-up à passer, ils sont un peu anxieux. Bon, ça leur fait du bien, j'y touche pas. Voilà, ça c'est à eux. Et après, quand tu arrives au golf, il te faut du temps pour te préparer physiquement et mentalement. Parce que pour le coup, le trou du 1, c'est ce qui va donner le là de ta partie. Et c'est ce qui va te donner un peu la ligne de tes premiers trous. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui rate son drive, les premiers trous sont un peu laborieux, ou le premier trou est laborieux, alors que quand tu mets un drive pile poil là où tu veux qu'il aille, tu as un jeu qui est beaucoup plus délié sur les trous d'après. Et c'est là que vient l'importance du jour de recours. Ce que tu me disais tout à l'heure, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas, soit parce que, alors là je parle des joueurs amateurs, hein, soit parce qu'ils travaillent le vendredi ou le jeudi, qu'ils ne peuvent pas y aller, etc. Aujourd'hui, on est quand même sur des données... Oui, sur Internet, on peut regarder la topographie des trucs. Ouais. C'est ça. Maintenant, tu as pas mal de choses qui font que même si tu ne vas pas sur place, tu peux avoir un tracé de parcours, regarder la topographie des trous. Des vidéos satellites, exactement, un petit peu, le flyover green. Ouais, exactement, c'est ça. Tu as des golfs qui font comme si tu étais sur le parcours et tu vois tous leurs trous. Donc ça, c'est intéressant à travailler quand tu ne peux pas y aller. Et après, j'ai envie de te dire que plus tu as préparé ton trou numéro 1, plus tu y arrives détendu. Alors, c'est pas forcément évident de le jouer toujours, surtout en fonction des enjeux qu'il y a derrière cette compétition ou derrière ton départ. Mais c'est vrai que plus tu y arrives prêt, plus derrière c'est facile, entre guillemets. Donc voilà, donc ça se prépare la veille, ça se prépare les semaines d'avant, ça se prépare le matin. Ouais. Et ça se prépare pas à l'arrivée à l'arrache 10 minutes avant. Alors, il y a des fois que ça arrive, hein, c'est comme ça. Et du coup, moi je travaille avec eux sur une routine de quand tu as le temps, une routine de quand tu n'as pas trop le temps et une routine de quand tu n'as pas du tout le temps. D'accord. Et après, pareil, on travaille quand le clubhouse est ouvert et que tu peux récupérer des balles. Quand tu arrives et que le clubhouse est fermé parce que tu as un départ à 8h et qu'il n'y a pas de balles au practice, comment tu prépares aussi. Donc voilà. Ouais, pour t'échauffer. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met en place à l'entraînement, au practice.
Et notamment pendant des séances où je les habitue à avoir des séances stressantes pour le cerveau. Parce que souvent on s'entraîne de manière un peu tranquille, un peu détendue, mais le cerveau est rarement stressé quand il s'entraîne. Ok. Bon, je conclurai sur une dernière question concrète, qui va te faire marrer peut-être, hein, mais ça aussi, ça fait partie des choses qui, moi, me déstabilisent, enfin m'ont déstabilisé, puisque ça fait 3 ans que je ne fais plus de compète, mais je vais peut-être m'y remettre bientôt, en tant que senior, parce que j'ai bientôt 50 ans. Mais oui, une chose qui m'a stabilisé, pareil, moi je suis quelqu'un de très sensitif, je suis très sensible à pas mal de choses, mais que faire lorsque dans ta partie, parce que ça arrive, il faut le dire quand même, tu tombes sur un compétiteur, enfin sur un joueur dans ta partie, en gros on va dire les choses brutes, hein, qui te fait chier, qui fait des remarques déplaisantes, etc., Ouais. etc. Là, il y a deux choses. Comment faire abstraction de ça? Alors, en faire abstraction, tu peux pas. Mm. C'est-à-dire que c'est comme l'obstacle d'eau de tout à l'heure, tu peux pas te dire qu'il n'existe pas. Donc il est là, il y a deux choses. La première, c'est, moi ce que je leur dis souvent, c'est vous référer au juge arbitre. C'est-à-dire que s'il parle trop, s'il vient déconcentrer, vous avez, il y a la loi, c'est-à-dire qu'il y a les règles. Ouais, enfin là c'est des compétitions fédérales, mais dans une Oui. compétition du dimanche. Hein. Dans ce cas-là, tu essaies de t'excentrer et d'avoir des routines de concentration et de préparation qui sont un peu différentes. C'est-à-dire, logiquement, quand un joueur joue, que tu es pleinement concentré, tu n'entends pas ce qui se passe autour. Ouais, la fameuse bulle. Hein. Exactement, tu es dans ta bulle, nous on appelle ça le flow. C'est quelque chose où tu es dans une situation où tout te réussit, tu es vraiment fermé et concentré pleinement sur toi-même et sur le coup présent à jouer. Et du coup, là-dessus, quand ça arrive, on travaille sur des manières de venir se concentrer et des routines qui sont un peu plus larges. C'est-à-dire que je leur demande en fait d'être déconcentrés entre deux coups. Et plus ils vont se rapprocher du coup, et plus les événements extérieurs et les éléments extérieurs vont être pénalisants ou déstabilisants, plus ils vont se rapprocher de leur coup. C'est-à-dire ça va être la manière dont tu marches vers ta balle, quand tu es à ton chariot, sur quoi tu te concentres, comment tu te concentres, et après quand tu joues, sur quoi tu es concentré, comment tu es concentré, et comment tu arrives à souffler, te détendre, lâcher ce qu'il y a à côté, et lâcher ce compétiteur qui vient et qui souvent qui font exprès de te déstabiliser. Bien sûr. Et, voilà. Malheureusement, tu peux pas agir dessus, comme le coup que tu as raté Le avant. fight, de lui dire vous me cassez les pieds, taisez-vous. Alors tu peux, s'il y a des joueurs, ils ont besoin, hein, comme là je prône le coup présent, etc. Il y a des joueurs, ils ont besoin d'extérioriser. Mais c'est pareil, cette extériorisation, elle doit être... Elle risque de continuer pendant Mais, plusieurs ou tours. alors il faut qu'elle soit organisée. C'est-à-dire qu'elle est prévue dans un moment prévu, dans un moment de la partie et de ses routines de coups. C'est-à-dire quand il rate, il a le droit d'hurler et de dire ah, voilà. Mais par contre après c'est fini. C'est fini et il se reconcentre sur autre chose. Là, s'il y a ce joueur-là, ça peut être au départ, juste avant qu'il joue, hein, lui dire écoute, là stop maintenant. C'est-à-dire le prendre un peu à son propre jeu et lui dire voilà, stop. C'est-à-dire que là, laisse fait 3 trous, tu fais que parler, moi j'en peux plus, donc maintenant ça suffit. Et voilà. Au moins poser ses propres limites, ses propres règles. On sait qu'on s'est fait un ennemi, mais c'est fini, mais on s'en fout. Et en même temps, quand on joue sur une partie, même une compétition du dimanche, sauf si on joue avec ses copains, on n'est pas, on est là pour de la bonne entente, du plaisir, mais on n'est pas là pour se faire des copains, surtout si c'est une compétition. Donc on se bat d'abord contre soi-même, et après un peu contre les autres. Donc moi j'ai tendance à dire, enlevez tout ce qui vous gêne. Vous êtes déjà bien assez au près avec vous-même, et laissez les autres de côté. Allez, j'ai deux petites questions pour conclure. Mais c'était très intéressant, vraiment. J'espère que ça vous aura intéressé. Ma première question, voilà, celle-là, je me reconcentre sur toi. Question basique d'entretien d'embauche. Comment te vois-tu dans 5 ans, 10 ans? Un peu plus vieux que maintenant. Oui. Comment je me vois tout. Alors aujourd'hui, j'ai une pratique qui est vraiment. J'ai une sélection, j'aime pas ce mot-là, mais je travaille comme je suis. C'est-à-dire que j'aime un travail qui est élaboré, j'aime pas le travail d'usine. Voilà, on va parler clairement. J'aime pas le travail d'usine. J'aime pas avoir 10 golfeurs dans la semaine, parce que le problème, c'est que je prête mon appareil à penser, j'aime parler comme ça, je prête mon appareil à penser, et eux, ils me prêtent le leur aussi. Donc ça me demande beaucoup d'activités, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexion autour de tout ce que je fais. Tu as pu le voir la dernière fois, une séance de 3 heures. Moi, ça me demande 3 heures, pareil, de préparation. 3 heures en amont. Ah ouais, avant. Et après, 3 heures. Alors, pas 3 heures, mais ça me demande au moins 2 bonnes heures de débriefing. Exactement, de débrief pour réenchaîner pour ma séance d'après. Donc voilà, dans 5-10 ans, je me vois toujours avec des jeunes. C'est quelque chose que j'aime bien, j'aime transmettre, j'aime ce lien-là. Avec des jeunes. Exactement, ouais. J'aime ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais au golf à Biscarrosse toujours, que je fais partie de l'équipe qui encadre la session de compétition et des jeunes.
Et après, avec peut-être plus de golfeurs, j'aimerais toucher un milieu un peu différent, c'est-à-dire plutôt du haut niveau chez les adultes. Après, ça fait 2 ans que je fais ça, je me laisse le temps, j'aime voir venir, j'ai des objectifs à court terme. Ton rêve, ça serait un jour un email d'un golfeur, un grand golfeur qui a dû abandonner le golf pour raison X ou Y et qui a envie de renaître de ses cendres. Ça va être beau comme cadeau. Ça. Ouais, ça c'est vraiment les challenges qui me plaisent. C'est-à-dire quelqu'un qui a complètement arrêté, il sait plus pourquoi il y allait et finalement le remettre sur la voie. Ouais, remettre sur la voie. Et encore une fois, moi j'aime avoir cette place-là complètement extérieure. C'est-à-dire que moi je suis un pion dans leur, en tout cas je suis un élément dans leur manière de faire et dans leur manière de performer ou en tout cas de jouer. Moi j'aime aider les gens à revenir, à être à leur meilleur niveau et surtout à être dans une dynamique positive. Voilà, on est là-dessus. Ça, oui, ça serait un beau cadeau. Mais je reprendrai en compétition si tu veux, je t'y ramènerai. Ah merde, ça peut être moi. Ben voilà, je crois que c'est le mot de la fin. J'espère que cette interview numéro 2 vous aura plu. J'en ai déjà une 3e en perspective. Enfin, il n'a pas encore accepté mon invitation, mais je pense que oui. Donc surprise. Adrien, merci beaucoup. Merci à toi Arnaud. Ah, pas de quoi, c'était très intéressant. Si vous avez des questions à poser à Adrien, je mettrai son contact bien sûr à la fin de cette vidéo. Sinon vous pouvez m'écrire et je transmettrai. Voilà. Merci beaucoup. Je suis un transmetteur. C'est parfait, merci. À très bientôt. Au revoir.